Voilà, on va pouvoir passer à la suite, donc, pour parler de clientélisme et de la façon dont aujourd'hui notre système finance ce fameux clientélisme. Ça s'explique en grande partie par les subventions très nombreuses qu'on verse aux associations, toujours bien évidemment pétries de bien-pensance. Pour en parler, je vous demande d'accueillir Karl Hubert, polémiarque et essayiste. Merci. Vous savez tous que Polémia est une association, mais bizarrement, Polémia ne touche pas de subventions des administrations publiques. Sans doute que cela serait davantage plus facilement le cas si nous faisions l'éloge des dépenses publiques ou si nous nous adonnions à la promotion du politiquement correct. Mais une association de droite n'est pas une association de gauche, vous le comprenez bien. Quand les journalistes ou les politiciens parlent du secteur associatif, ils pensent surtout à la galaxie, on parle effectivement de galaxie, d'univers, des associations qui sont engagées à gauche dans les domaines de l'immigration, de l'aide alimentaire et matérielle aux plus nécessiteux, c'est vertueux évidemment, de la culture ou encore plus idéologique du soutien aux LGBT. Ces organismes bénéficient du soutien de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale ou encore de l'Union européenne. On peut penser entre autres à SOS Méditerranée, le planning familial, les Restos du Cœur et j'en passe. Mais pourtant, si on y réfléchit, qu'est-ce qu'une association ? Une association, c'est un organisme privé. Ce sont des personnes physiques qui se réunissent, faisant l'exercice d'une liberté républicaine, puisque la liberté d'association, qui s'est traduite dans la loi de 1901, à tel point qu'on parle aujourd'hui d'association de 1901, ces associations, elles se reposent sur un principe de valeur constitutionnelle qui est la liberté d'association. Alors, évidemment, il y a des limites. Certaines associations se trouvent être dissoutes, mais bon, c'est un autre sujet. La liberté d'association s'arrête là où s'arrête la prérogative de dissolution des associations dissidentes, puisque le Conseil des ministres a cette faculté. Donc je disais, une association, ce sont des personnes physiques qui s'associent dans un but donné, sans but lucratif, qui mènent des projets. Donc on est vraiment dans la manifestation de l'initiative privée. Et en toute logique, les ressources de ces associations devraient d'abord être composées de cotisations, de dons, vous le savez bien, j'espère, de participation aux frais, et non pas de subventions publiques. Ou alors, il faut considérer que ce ne sont pas vraiment des associations, mais plus des faunées, on va dire, de l'administration ou des réceptacles de fonds publics. Et effectivement, on observe, c'est un fait, que l'argent public coule à flot sur les associations. Pour qui précisément ? Pourquoi faire ? Est-ce que c'est un soutien désintéressé de la part des pouvoirs publics ? Est-ce que c'est un soutien avec des contreparties plus ou moins explicites ? Ou est-ce qu'il s'agit plus simplement de financer une sorte de prestation de services qui serait assumée par des associations pour le compte de l'État ? Donc c'est toutes les questions que je vous propose d'examiner en se demandant voilà, qui il y a derrière ces associations arrosées de subventions et, puisque c'est le titre de mon intervention, comment le contribuable finance le clientélisme. Est-ce qu'on peut caractériser une forme de clientélisme ? Et tel serait le cas si les associations étaient financées par les élus ou d'autres responsables administratifs en vue de servir de relais idéologiques, voire de relais électoraux. Et donc, je vous propose d'abord de faire le point sur ces questions en ce qui concerne les subventions de l'État et puis en ce qui concerne les subventions des collectivités locales. Alors, le grand avantage avec les subventions de l'État, c'est qu'elles sont recensées de manière tout à fait exhaustive dans un document budgétaire. Je parle du fameux... on parle parfois de chromatologie budgétaire. Tout à l'heure, le professeur Martinez vous a présenté un bleu. Sachez qu'il y a aussi des jaunes. Et dans ces jaunes, on a le jaune budgétaire sur l'effort financier de l'État aux associations qui est annexé chaque année au projet de loi de finances. Que nous apprend ce jaune ? Or, d'abord, qu'il existe
écoutez bien parce que c'est pas facile à comprendre, il existe un pacte de confiance entre les associations, les pouvoirs publics et les entreprises, favorisant les alliances permettant de soutenir l'évolution des modèles socio-économiques associatifs et l'engagement citoyen. Bon, je pense que si vous n'avez pas compris, c'est normal. Je ne suis pas sûr d'avoir compris moi-même le sens de la formule, mais on peut retenir l'idée qu'il y a un pacte entre associations, pouvoirs publics et entreprises. Nous y reviendrons tout à l'heure. On apprend aussi dans ce document budgétaire l'existence d'un fonds pour le développement de la vie associative, 33 millions d'euros de crédit, 18 000 associations bénéficiaires, mais on a surtout un total. Le total des versements aux associations sur l'année 2023, 113 000 versements, pour un coût plutôt pour l'État de 11,7 milliards d'euros, soit un montant moyen par versement de plus de 100 000 euros. Ce n'est pas négligeable. Et le montant médian est intéressant aussi s'il est moins de 6 000 euros. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de petites subventions, mais on a aussi des grosses subventions qui font gonfler le montant moyen. Or, dans ce lot de subventions, je suis attaché... je n'ai pas fait les 113 000 lignes, j'avoue, mais enfin, j'ai quand même fait des filtres, on peut trouver pas mal de choses. J'ai recherché quelles étaient les dépenses pouvant être catégorisées comme nuisibles ou tout au moins comme sujettes à caution. Alors, je vais en citer quelques-unes par thématique. Les chiffres que je vous donne sont des vrais chiffres, mais je ne donnerai pas forcément à chaque fois pour ne pas vous abreuver. Mais quand même, on a d'abord les subventions à la repentance. Par exemple, 40 000 euros pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, pour assurer ses simples frais de fonctionnement. Encore 40 000 euros pour la même fondation, au titre du soutien à des associations de défense des droits de l'homme. Donc on suppose qu'elles ont fait quelque chose pour les droits de l'homme. Autre catégorie, les subventions pour célébrer les cultures étrangères. Les cultures étrangères qui, évidemment, je me dois de le dire, sont tout à fait respectables, mais est-ce le rôle du contribuable français que de les financer, leur rayonnement, c'est moins sûr. On a par exemple 100 000 euros pour l'Institut kurde de Paris, et surtout, j'ai moi-même été surpris du chiffre, pas moins de 12,5 millions d'euros sur une seule année pour l'Institut du monde arabe pour motif de, je cite, soutien aux relations bilatérales ou multilatérales. On a ensuite les subventions au planning familial, l'organisation anti-famille et pro-avortement s'il-en-est. Le professeur Martinez a évoqué rapidement cette question tout à l'heure. On compte pour cette structure et ces différentes fédérations une quarantaine de subventions pour un total de près de 700 000 euros. Je ne parle que de l'État et pas des collectivités locales. Ensuite, on a les subventions à la propagande et à la censure. Ce sont toutes les subventions aux organisations qui sont les instruments de cette censure et qui poursuivent les patriotes de leur vindicte jusque devant les tribunaux pour des propos ou des actes qui sont considérés comme discriminatoires. Je pense à la LICRA, 32 400 euros pour le cofinancement d'un programme d'action à l'échelle européenne de lutte contre la haine en ligne. Donc, grosso modo, ils surveillent les réseaux sociaux pour ensuite les dénoncer auprès des autorités compétentes. On a aussi des actions en faveur de victimes d'infractions pénales, et ces mêmes infractions pénales pour supposée discrimination. On a SOS Racisme, la Ligue française de défense des droits de l'homme et d'autres. On a encore des associations qui contribuent à la propagande mondialiste, que ce soit dans les médias, dans les écoles, en France, à l'étranger, et notamment pas moins de 1 million d'euros pour Reporters sans frontières, pour je cite, le programme « Déployer la Journalism Trust Initiative » pour promouvoir et défendre le droit à l'information fiable. Fin de citation. Donc, à la limite, on pourrait se dire qu'on a une action d'influence à l'étranger, mais est-ce que ça doit vraiment apparaître comme une subvention à une association? S'il s'agit d'une politique officielle, ça peut se discuter. On a dans ce registre la Ligue de l'enseignement, la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne, le Mouvement européen France, par exemple 80 000 euros pour renforcer la coopération européenne. On a
pas mal d'institutions, enfin d'organismes qui interviennent dans le champ européen. Il faut dire que l'année 2023 était une année préélectorale, donc il fallait quand même un petit peu de propagande dans le domaine. Voilà, si on peut citer encore l'Institut Jacques Delors, la Fondation Robert Schuman, l'Institut Jean Monnet. Bon, inutile de vous dire que, comme je disais, ni Polemia, ni d'autres organismes qui ont été cités tantôt, comme le GIM, ne figurent dans les récipiendaires de ces subventions. On a aussi des associations qui véhiculent l'idéologie LGBT ou LGBT+, etc., comme Arc-en-Ciel, 14 000 € pour la gestion d'un espace de rencontre. Bon, petit joueur, mais c'est évocateur. Et enfin, vous êtes peut-être surpris que je n'en ai pas encore parlé, les subventions à l'immigration. Et justement, je voulais là faire un petit focus, une petite monographie pour illustrer ces subventions en prenant l'exemple du groupe SOS. Pourquoi ? Parce que dans mes recherches sur ces 113 000 lignes, le groupe SOS revenait assez souvent dans différentes entités. On a là aussi une petite galaxie associative avec les associations Groupe SOS Solidarité, Groupe SOS Jeunesse, Groupe SOS Santé, et j'en passe. Tout ça appartient... Alors, ce sont des associations, donc par construction, ces associations n'appartiennent à personne, mais vous allez voir qu'il y a quand même des gens derrière et que tout n'est pas forcément désintéressé. En 2023, ce groupe a perçu 218 subventions différentes pour un total supérieur à 131 millions d'euros. Donc déjà, à lui seul, plus de 1% de l'ensemble des subventions de l'État sur cette année. Dans l'objet des subventions, on lit souvent prestation de services, c'est-à-dire que l'association intervient comme un prestataire pour accomplir une mission précise à la demande de l'État. Par exemple, des actions en faveur des détenus. Alors, on a parlé il y a quelque temps de détenus qui faisaient du karting. Donc, c'est un peu cette idée-là. Il faut financer des actions en faveur des détenus. Et pour ça, il faut des prestataires. On fait appel à des associations. L'objet des subventions est parfois plus précis. Par exemple, on a, pour cette association-là, rien qu'elle, plus de 50 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile et plus de 30 millions d'euros pour l'hébergement tout court des demandeurs d'asile, parce qu'il y a l'hébergement urgent et puis il y a l'hébergement non urgent. Donc plus de 80 millions d'euros pour ce seul groupe SOS Solidarité pour l'hébergement des demandeurs d'asile. Donc concrètement, ils font en quelque sorte de l'immobilier. Ils ont une foncière derrière pour financer cet immobilier-là. Donc vous l'aurez compris, ce groupe, le groupe SOS, vit largement de l'immigration. Son modèle économique est de conclure avec l'État des conventions de subvention pour une activité d'hébergement, pour une activité d'accompagnement social, c'est comme ça qu'on dit, de certains publics aidés par l'État, qu'il s'agisse de demandeurs d'asile, de détenus, de jeunes qui sont bénéficiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, donc qui ont des démêlés avec la justice, mais qu'on essaye de réinsérer, de toxicomanes également, et je passe d'autres catégories. Aux subventions de l'État s'ajoutent des subventions des collectivités locales. Par exemple, dans le même ordre d'idée, on a la gestion des mineurs non accompagnés que les départements sont légalement tenus de prendre en charge. Et pour être tout à fait complet, il faudrait ajouter les subventions de la sécurité sociale, les subventions de l'Union européenne, on pense aux fameux fonds européens. Au total, le chiffre d'affaires du groupe SOS dépasse le milliard d'euros et il est composé à plus de 75% de subventions publiques. Un seul groupe, 750 millions et même plus de subventions. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que ce qu'il est convenu d'appeler le secteur associatif vienne en soutien d'une politique migratoire ouverte, puisque cette immigration nourrit un chiffre d'affaires en expansion. Ils ont donc un intérêt dans l'affaire. Et ce ne sont pas des fonctionnaires, les associations, donc ils peuvent intervenir dans le débat public sans qu'il n'ait à craindre de devoir de réserve.
Et au contraire, ils ont des relais médiatiques et on ne fera que les féliciter s'ils prennent des positions courageuses en disant, grosso modo, on veut plus d'argent pour héberger, par exemple, les demandeurs d'asile. Mais ça va un peu plus loin, et le groupe SOS s'est par exemple vanté d'avoir porté plainte contre Éric Zemmour pour avoir avancé sur CNews en octobre 2020 que les mineurs non accompagnés étaient, citation, voleurs, assassins, violeurs. Fin de citation. Propos pour lesquels Éric Zemmour a été effectivement condamné. Et donc le fait d'avoir une série d'acteurs qui vont porter plainte, parfois se porter partie civile, alimente cette machine judiciaire qui persécute les patriotes. Mais je voudrais aussi me pencher sur la dimension politique de ce groupe SOS, qui a été fondé en 1984 par Jean-Marc Borello, proche d'Emmanuel Macron, et qui est délégué général adjoint d'En Marche, devenu le parti Renaissance. Je voudrais citer Le Monde diplomatique, source tout à fait fiable, objective, pour laquelle on ne me fera pas de reproche, dans un article de janvier 2023 que l'on peut trouver en libre accès sur le site du Monde Diplo. Je cite, « Monsieur Jean-Marc Borello, 65 ans, figure aussi charismatique que controversée. Éducateur spécialisé dans la délinquance juvénile à ses débuts, il fut tour à tour conseiller technique dans des cabinets ministériels socialistes, évidemment, patron du groupe de boîte de nuit de Régine, puis délégué général adjoint d'En Marche, après avoir été le professeur de M. Emmanuel Macron à Sciences Po. » Alors, on pourrait ouvrir une parenthèse sur le passé judiciaire ou parajudiciaire de M. Borello, qui a notamment été condamné à 6 mois de prison avec sursis dans une affaire de trafic de stupéfiants, ce qui ne manque pas de sel pour quelqu'un qui a cofondé l'association SOS Drogue Internationale, qui visait à lutter contre la toxicomanie. Pour ceux qui veulent davantage d'éléments, ils peuvent se référer aux numéros 519 et 520 de Faits et Documents, qui sont assez riches d'enseignements. Je reviens au monde diplomatique. Comme le précisait le même article, le groupe SOS cadenasse sa gouvernance en plaçant l'ensemble des associations du groupe sous le contrôle d'un directoire qui est composé d'un nombre limité de personnes. Qui sont ces personnes ? Je cite, « Ils sont majoritairement composés de hauts fonctionnaires, de directeurs de fonds de gestion et de grands groupes privés ou de médecins. » Toutes ces associations, donc on retrouve un peu l'idée de pacte, on va dire, entre responsables politiques et administratifs, entreprises et parties prenantes du monde associatif. Or, toutes ces associations du groupe SOS versent ensuite des frais de siège à un groupement d'intérêt économique. Si on était dans un groupe de sociétés, on parlerait de management fees, mais c'est exactement le même esprit, c'est que les structures du groupe financent le siège. Donc, c'est-à-dire qu'au final, les subventions aux associations se transforment en partie comme en une source de revenus pour les dirigeants, puisque les dirigeants ne sont pas ou pas nécessairement bénévoles, ils touchent une rémunération. Et ça va, semble-t-il, parfois un petit peu au-delà, puisque l'Agence nationale de contrôle du logement social, on parlait du logement social ce matin, selon cette agence, certains dirigeants du groupe SOS auraient obtenu d'acquérir auprès de la filiale immobilière du groupe des appartements à un prix très avantageux. Mais à notre connaissance, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Le parquet national financier était sans doute déjà suffisamment occupé par d'autres enquêtes. Donc on retrouve quand même des suspicions de collusion. Et pour illustrer le risque de clientélisme dans l'attribution des subventions, on peut aussi relever une certaine porosité entre les dirigeants qui évoluent au gré des opportunités, entre le monde politique, le monde associatif, voire la haute administration et le monde de l'entreprise. Je ne citerai qu'un exemple. Anne de Bézère, haute fonctionnaire, a été secrétaire générale adjointe de l'Élysée auprès du président Macron avant de devenir présidente du groupe SOS Solidarité, tout en poursuivant par ailleurs un engagement politique auprès d'Emmanuel Macron. Mais nous ne voudrions pas non plus donner l'impression d'accabler le groupe SOS. Il y a bien d'autres organisations
qui illustre le fait que l'argent public nourrit toute une économie que l'on dit sociale et solidaire, mais qui assure aussi des débouchés à des camarades dont on souhaite récompenser les mérites, dont on souhaite aussi récompenser la fidélité politique. On pourrait citer le groupe Ares ou encore l'association Aurore, entre autres exemples. On pourrait aussi développer le cas de l'Institut du monde arabe, dont je citais tout à l'heure comme bénéficiaire d'une importante subvention et qui est toujours présidé par Jack Lang. Dans ces conditions, comment s'étonner que les subventions aux associations continuent à fleurir puisqu'il y a une synergie entre les financeurs et les financés? Je voudrais maintenant développer quelques exemples dans le domaine des soutiens des collectivités locales aux associations, puisque les collectivités locales sont une grande source de subventions et qui nourrissent aussi un clientélisme local. Alors, par construction, ces subventions ne sont pas recensées au niveau national, mais seulement dans les budgets des collectivités. Vous savez qu'on a 35 000 communes, un certain nombre d'intercommunalités, et puis les départements, les régions. Toutes ces subventions sont votées par les assemblées délibérantes, conseils municipaux, départementaux, etc. De sorte que les oppositions municipales sont bien placées pour d'abord être informées de ces subventions, et puis pour réagir à une décision de subvention, politiquement, mais aussi juridiquement. Un élu d'opposition, il y en a peut-être dans la salle, peut saisir le tribunal administratif s'il souhaite contester une subvention lorsqu'il estime qu'elle ne répond pas à un intérêt local ou à un autre motif qui serait admis par la loi et par la jurisprudence. Donc, parce qu'effectivement, on va voir tout à l'heure qu'il y a des cas litigieux, mais je voudrais d'abord simplement relever les importants moyens budgétaires dont disposent les collectivités locales et qui alimentent des subventions à des associations qui mènent une action à un niveau local. Et généralement, ces subventions financent des associations qui sont en cohérence avec la politique de la collectivité. Évidemment, on ne va pas soutenir des ennemis politiques. Puisque nous sommes à Paris et que c'est là qu'on a des gros enjeux, je voudrais prendre l'exemple de la ville de Paris, qui a versé au titre de 2023 des subventions à 2795 associations, donc près de 3000 associations quand même, avec un budget de 271 millions d'euros, soit près de 100 000 euros par association. Parenthèse, on sait que maintenant, depuis cet été, qui était la directrice des finances de la ville de Paris, Lucie Castex, qui se rêvait déjà première ministre d'un improbable gouvernement nouveau Front populaire. Dans ces 271 millions d'euros, donc si vous avez fait le calcul, ça représente près de 100 000 euros par association, donc quand même ce sont des gros tickets. On en a 12% pour le secteur solidarité, santé et inclusion, ou encore 10% pour l'engagement citoyen et associatif, soutien quartier populaire. Pour distribuer ces subventions, la ville de Paris procède même dans certains cas à des appels à projets. Donc elle n'attend pas qu'on vienne lui demander des subventions, elle publie des appels à projets en disant j'aurais besoin de telle ou telle association pour mener une action. En faveur, par exemple, des quartiers populaires parisiens. Mais donnons quelques exemples. Alors, on a d'abord un paquet de 100 000 euros pour le Paris Saint-Germain, le fameux club de foot, comme quoi on pense qu'il a des gros moyens, mais ce n'est pas suffisant. Il faut en plus des moyens de la ville de Paris. Parfois, on a des montants beaucoup plus modestes, mais qui n'en sont pas moins tout aussi intéressants. 2 000 euros pour l'association Médée, qui mène des actions de sensibilisation à l'inégale répartition des tâches domestiques entre les hommes et les femmes. Si il y a des inégalités au sein du foyer, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on vous rééduque avec des actions de ce type d'association. On a aussi évidemment des subventions à moult associations LGBT pour des montants relativement importants. En 2020, on avait 382 000 et quelques euros pour ces
des associations LGBT, entre guillemets, dont pas moins de 130 000 € pour la structure Centre LGBT, qui fait office de point de convergence entre l'ensemble de cette galaxie des associations LGBT. Ou, pour donner un exemple aussi plus modeste mais intéressant, 2 650 € pour Black Queer and Arts, qui accompagne les artistes afro-LGBT. Certaines organisations ne se cachent même pas d'être engagées politiquement. Elles bénéficient des subsides de la ville. On peut penser à la très gauchiste FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec toutes les immigrés et ES, évidemment en écriture inclusive. 38 000 € à cette année. Donc clairement, toutes ces associations que j'ai mentionnées véhiculent une certaine idéologie et participent de cette propagande déstructurante que nous subissons tous les jours. Donc je n'hésiterai pas à qualifier ces subventions de nuisibles, mais de surcroît, ils nourrissent aussi une clientèle dépendante de la ville de Paris. On peut penser que ce n'est pas totalement dénué d'arrière-pensées électorales. Certains Parisiens se demandent comment Madame Hidalgo fait pour être réélue. Peut-être qu'il y a là un élément de réponse avec ce financement à des associations qui elles-mêmes sont des relais d'opinion. Évidemment, on touche finalement un grand nombre de personnes qui sont autant d'électeurs. Enfin, je voudrais souligner un enjeu particulier, c'est celui des subventions qui ne sont pas d'intérêt local. Une collectivité locale, normalement, ne devrait financer, on peut le penser, que des subventions, enfin des projets qui ont un intérêt au niveau local. Mais on a aussi des associations qui financent, qui ont des projets de coopération internationale, qui font de l'aide humanitaire en dehors non seulement du territoire municipal ou départemental, mais aussi en dehors de nos frontières, et ceci généralement dans un cadre assez idéologique, vous allez le voir. Exemple, la ville de Paris, encore elle, a bénéficié de plusieurs lois et de la jurisprudence assez permissive du Conseil d'État pour financer, par exemple, SOS Méditerranée. Vous savez, cette association qui envoie des bateaux faire des ronds dans l'eau au large des côtes libyennes pour sauver des immigrants clandestins. Ils ne sont pas encore immigrés puisqu'ils sont dans l'eau, et les convoyer directement vers l'Europe. Donc c'est un service finalement un peu de transport, de convoyage. Or, dans une décision assez récente du 13 mai 2024, la section du contentieux du Conseil d'État a jugé que la subvention de 100 000 € accordée par la ville de Paris à SOS Méditerranée était légale. Alors, je fais une petite parenthèse. La section du contentieux du Conseil d'État est présidée par Christophe Champy, qui est connu pour un engagement socialiste de longue date. On peut supposer qu'il ne s'est pas totalement départi de cette idéologie, même si on fait confiance en l'absolue objectivité et neutralité du juge administratif, surtout quand il s'agit du juge administratif suprême. Mais ce juge administratif suprême, donc, a constaté, je cite, que la loi permet aux collectivités territoriales de soutenir toute action internationale d'aide humanitaire qui respecte les engagements internationaux de la France et n'interfère pas avec la politique internationale conduite par l'État. Bon, jusqu'ici, on peut le suivre sans difficulté parce qu'effectivement, depuis 2007, la loi autorise les collectivités locales à verser des subventions qui sont dépourvues d'intérêt local, mais qui répondent à ces critères d'aide internationale pour peu qu'on ne soit pas en contradiction avec les engagements internationaux de la France. Donc, il ne doit pas y avoir un caractère politique dans ces subventions. Mais c'est là que se posait la question, est-ce que subventionner finalement l'arrivée d'immigrants en France ne représente quand même pas un petit peu un caractère politique? Qu'a précisé le Conseil d'État, je cite encore, que les collectivités territoriales ne sauraient, en apportant un tel soutien, prendre parti dans un conflit de nature politique. Elles doivent toujours s'assurer que leurs subventions
finance uniquement des activités réellement humanitaires et non des activités politiques. Or, fin de citation, pour le Conseil d'État, l'action de SOS Méditerranée est humanitaire. Elle n'est pas politique. Circuler, il n'y a rien à voir, pour peu tout du moins que la collectivité s'assure que la subvention est bien affectée à des dépenses d'aide humanitaire. Il ne faudrait pas que la subvention vienne financer des campagnes qui pourraient s'apparenter à des campagnes de communication. Disons qu'il faut financer des actions effectives d'aide humanitaire. Mais le Conseil d'État, pour le coup, a considéré que s'agissant des SOS Méditerranée, tel était bien le cas, qu'il n'y avait donc pas de difficulté. L'Observatoire pour l'immigration et la démographie a publié une note sur cette affaire, que je vous invite à aller consulter si le sujet vous intéresse, sur le site de l'OID. Et cette note souligne que les requérants n'avaient malheureusement pas soulevé de moyens tirés de la méconnaissance par SOS Méditerranée des engagements internationaux de la France. Autrement dit, peut-être que si les requérants qui avaient contesté cette subvention avaient tiré argument du fait qu'il y avait une contradiction entre l'action de SOS Méditerranée et les engagements internationaux de la France, peut-être à ce moment-là que le Conseil d'État aurait eu une opinion différente. C'est un avis aux élus parisiens ou aux contribuables locaux parisiens qui souhaiteraient s'engager dans un nouveau recours sur ce terrain. Mais je dois dire que le Conseil d'État ne manque jamais de créativité et on n'est pas certain qu'il irait dire noir là où il vient de dire blanc, même si les arguments sont différents. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine? La même note de l'OID propose de durcir la loi et de limiter la faculté pour les collectivités locales de verser des subventions. Ces subventions ne devraient pouvoir être octroyées que dans les limites des compétences des collectivités. En gros, c'était l'état de la loi il y a une vingtaine d'années. Alors certes, les communes ont une compétence très large, elles disposent de ce qu'on appelle la clause de compétence générale sur leur territoire, mais pour autant, elles ne sont pas compétentes pour organiser un service de taxi en Méditerranée ou pour organiser le développement économique et social d'autres pays. Donc c'est une mesure qui, si elle était suivie, serait tout à fait opportune et de nature à réduire ces dépenses nuisibles, puisqu'il faut, une fois qu'on a constaté qu'il y avait des dépenses nuisibles, s'efforcer de les réduire. Pour achever de vous concerner, ou peut-être pour vous finir sur une note plus légère, je voudrais encore citer une dernière subvention accordée par la ville de Paris cette année même, une subvention de 15 000 € dont bénéficie l'association Quartier du Monde afin d'essaimer, je cite, le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Mesa Hunzauna, qui consiste à renforcer la gestion collective des ressources naturelles via une approche écoféministe à Suba, en Colombie. Donc voilà, là on a tout. On est à l'international, on a de l'écologique, on a du féministe, perspective de genre. Donc on voit qu'on est vraiment dans ces subventions aux associations. Alors pas toutes, il y en a qui peuvent se justifier, mais dans une dérive idéologique. Si ce n'était pas l'argent du contribuable, on pourrait en rire. Mais je pense que ça invite aussi des élus et des contribuables à ne pas hésiter à interpeller leur maire, leurs députés pour s'étonner de ces dépenses nuisibles que sont bien souvent, trop souvent, les subventions de l'État aux associations et les subventions des collectivités locales aux associations. Je vous remercie de votre attention.